littérature, love, etc. Bonjour à toutes et à tous. On va continuer notre périple de l'amour, la route de l'amour, avec une rencontre autour des deux auteurs dont vous avez entendu les textes à l'instant. Donc Gaël Bantoni et Pierrick Bailly. On a vu hier, pour ceux qui étaient là, la partie, on va dire, émotion. L'amour dans ce qu'elle a de plus soudain, de plus immédiat. Aujourd'hui, donc, c'est un jour dédié à l'apprentissage, avec les textes dont vous avez entendu quelques extraits, avec donc cette rencontre et puis d'autres éléments que vous allez voir au cours de la soirée, et de la fin de journée et de la soirée. Et demain, donc, l'émancipation. Alors l'apprentissage aujourd'hui, l'émancipation demain. L'apprentissage parce que, effectivement, l'amour, c'est aussi un texte, c'est aussi une grammaire, un vocabulaire qu'on apprend. C'est tout un ensemble de codes aussi, donc il faut peut-être s'affranchir, ça, on verra ça demain. Mais en tout cas, c'est un apprentissage, et l'apprentissage et le roman, finalement, sont intimement liés. Le roman par lui-même est apprentissage, c'est souvent deux personnages, un personnage ou plusieurs personnages, dont on voit l'évolution, prendre un point A, un point B, et finalement cette évolution, d'une certaine manière, on peut aussi le voir comme un apprentissage. Cette fois-ci, nous nous intéressons donc à l'apprentissage amoureux. Un apprentissage amoureux qui est sur un âge très particulier. Alors avec Gaël Bantoni, donc pour France 80, nous avons deux personnages. Nous avons Claire et nous avons Patrick. Claire qui est adolescente, Patrick qui est un peu plus âgé, mais qui sont tous les deux dans une dynamique d'apprentissage, si l'on veut. Nous verrons juste un instant. Et puis donc Pierrick Bailly pour le livre Michael Jackson, où là on est autour de deux personnages aussi, on peut dire, en tout cas Luc pour commencer, et puis Maud. Des apprentissages à différents âges de la vie. Donc on est dans une sorte de laboratoire. Et nos deux laborantins vont pouvoir un peu expliquer ce qu'ils ont voulu monter comme expérience littéraire. Alors déjà pour commencer, France 80. France 80, c'est une histoire qui est condensée déjà dans son titre et dans sa couverture, quand on voit un peu le visuel qui a été pris. Voilà le pavillon de banlieue, l'univers un peu de classe moyenne qui rêve d'un idéal de réussite individuelle, de mariage, on en parlera, le pavillon Canal+, le bonheur individuel. C'est un rêve et espoir de classe pour une classe qui ne se reconnaît pas comme classe, enfin, c'est autre chose. En tout cas, ce n'est pas uniquement un récit de personne, c'est vraiment un récit d'une société, d'un pays, dans les années 80. Alors c'est centenaire de la première édition du La recherche du temps perdu de Proust. Là, on l'a retrouvé, le temps, c'est donc la France des années 80. À travers donc, ces deux personnages, Claire Berthelot, qui commence cette histoire à 13 ans et qui termine à 18 ans, au moment du bac, avec tout un parcours aussi individuel. Et puis Patrick Chenot, qui négocie le passage à la trentaine, on va dire. Dans Claire Berthelot avec tous ses problèmes d'adolescente, que vous avez pu entendre, et Patrick Chenot avec d'autres problèmes, peut-être. Une certaine insouciance, notamment dans les conquêtes. Il est représentant Canal+, il a des rêves, on a entendu notamment le rêve de mariage, de réussite, peut-être de fortune, ça on en reparlera aussi. Mais avant tout, je voulais parler de Claire. Claire, c'est une adolescente, effectivement, donc elle a 13 ans, c'est le basculement, 13-18 ans, c'est le grand basculement, c'est à la fois la découverte que ses parents ne sont pas des super-héros, c'est la découverte qu'on doit maintenant s'inventer une vie, et puis Claire, c'est aussi donc, cette adolescente qui a du mal avec son corps, qui a du mal avec sa vie. Et l'on voit donc cette Claire un peu perdue finalement dans toutes ces questions et dans un vide de questions qu'elle se pose. Et ce personnage de Claire, c'est une sorte de pivot dans le roman. C'était ça en fait que vous vouliez retranscrire,
ce passage de la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie à finalement le début des premières rencontres et l'apprentissage finalement à la fois de son corps et également de ce rapport à l'autre finalement que l'on fonde à ces âges-là. Ce personnage de Claire, c'est quoi Donc effectivement, il s'agissait pour moi de rendre compte de la vie d'une adolescente sur 5 années, 84 à 89. Et finalement, je pense que mon parti pris d'écriture, ça a été assez vite de rendre compte peut-être de ces problèmes adolescents. Donc effectivement, elle est complexée par son corps, comme ça a été dit dans les textes qui ont été lus, elle a des difficultés contre les garçons, etc. Mais en fait, le parti pris d'écriture, c'était de rendre compte de ça sans faire de psychologie. C'est-à-dire sans donner des explications psychologiques ou des causes à ces difficultés-là. Donc finalement, je crois qu'à aucun moment, enfin, les difficultés sont montrées, elles sont décrites, mais je me suis un peu... je m'interdisais de donner des explications ou finalement de trop insister sur une sorte de douleur adolescente. Le parti pris, c'était de peut-être de rendre compte de ça, mais en n'insistant pas sur le pathos, une certaine forme de pathos qui pourrait aller de pair avec ces difficultés-là. Oui, bah d'ailleurs, on peut tout de suite aborder la question de l'écriture, parce que c'est vrai que c'est une écriture, alors là, qui a été rendue vivante par l'actrice, mais qui est une écriture assez neutre finalement. On assiste à l'évolution de Claire par étapes, des étapes qui sont assez... j'ai lu par ailleurs, on parlait d'écriture clinique, on n'est quand même pas là, on a une certaine émotion retenue dans cette écriture qui est quand même... dans laquelle on instaure nous-mêmes l'émotion finalement. Et finalement c'est ça que vous vouliez faire, c'est passer d'étape par étape sans forcément de données réflexives, on va dire, sur cette vie. On parle de TOC, on parle visiblement de boulimie, mais en même temps c'est juste suggéré. Oui, c'est ça. Il se trouve que Claire, le personnage de Claire est un personnage maniaque du rangement. Là encore, ça me permettait, sans jamais nommer ce type de TOC justement, et de rentrer dans la psychologie. C'était assez intéressant pour moi parce que ça me permettait d'en rester à une forme descriptive. C'est-à-dire je décrivais surtout pour le coup des gestes, un rapport au corps, un rapport à l'environnement immédiat, un rapport aux objets. Donc c'est surtout ça qui m'intéressait. Et en s'en tenant le plus possible à ce type de description, je ne rentrais pas effectivement dans une forme de psychologie qui ne m'intéresse pas trop, quoi. Mais en suivant effectivement les étapes de son évolution jusqu'à 1989. Mais enfin, pour résumer, finalement, il s'agirait pour elle de sortir avec un garçon, puis elle n'y arrive pas. Enfin, mais à aucun moment c'est dit comme ça. C'est toutes les étapes jusqu'au premier baiser, jusqu'au premier contact. Oui, c'est ça. C'est finalement ça. Mais donc c'est vrai qu'il y a un parti pris aussi d'écriture qu'on peut appeler une forme de retenue, oui, enfin peut-être de neutralité. C'est vrai que c'est une forme de retenue, c'est-à-dire que je préfère montrer que expliquer, ou montrer qu'elle a des difficultés ou pas d'ailleurs, mais plutôt les montrer que les expliquer ou faire émerger des sentiments sans forcément les nommer, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a très peu le mot amour, le mot sentiment, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était un peu le parti pris. En même temps, quand on parle d'apprentissage, c'est aussi ça, c'est finalement peu à peu apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et là, on voit que Claire, elle-même, et même ses parents, ne savent plus trop mettre de mots sur ce qui se passe.
On voit par exemple le rapport avec les parents qui est assez intéressant, puisque les parents ne comprennent plus, enfin, c'est l'âge de l'adolescence, on ne comprend plus son enfant, on ne comprend plus pourquoi elle claque la porte en pleurant alors qu'on lui demandait simplement de passer le sel. Enfin, c'est un peu ça finalement que vous décrivez aussi, et justement dans ces raccourcis qui sont juste des constats finalement d'une vie quotidienne qui se transforme elle-même. Finalement, il y a tout ça, il y a tout ce raccourci émotionnel qu'on injecte nous-mêmes. Oui, exactement. Et en fait, c'est ça l'idée. En fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était, par exemple, à certains moments, que Claire fait des crises de nerfs. Et de décrire la crise, finalement, dans cette dimension complètement physique, quoi. Comme décharge d'énergie. C'est comme ça que ça m'intéresse de montrer ces évolutions-là. Et puis, concernant le rapport à ses parents, finalement, je m'arrange pour, là encore, montrer, c'est ce que j'essaie de faire, quoi, montrer qu'ils ont des vies plutôt parallèles. Mais voilà, chacun... et qu'il n'y a pas correspondance. Donc là encore, je n'ai jamais parlé d'incompréhension, je ne le dis pas comme ça, mais s'il y a incompréhension, c'est qu'ils n'ont pas le même rapport aux objets, pas le même rapport aux gens, etc. Donc c'est plutôt en montrant qu'il y a des vies parallèles et puis des vies qui se croisent quand ils rentrent à la maison et ça se passe bien ou pas. Mais... Et en même temps, il y a cette Claire qui ne sait pas trop se positionner dans cet environnement familial et qui devient une sorte à la fois de pseudo-maman qui s'occupe de sa petite sœur, qui range les courses, qui nettoie, enfin ça devient un toc effectivement, enfin sans forcément qu'on le dise, mais en tout cas ça devient une obsession. Mais voilà, il y a ce rôle qu'elle essaie de trouver dans cette position familiale qui est très difficile parce qu'en même temps elle doit faire son chemin par ailleurs. Bah, en fait, là encore, finalement, peut-être je dirais pas les choses dans ce sens-là, même si ça apparaît comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je crée le personnage, et je trouve que c'est un personnage qui a des tocs. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord qu'elle range la maison, finalement. Ça m'intéresse pas trop de savoir quelle est sa place par rapport à sa mère, etc. Mais c'est très bien, après, si le lecteur fait des connexions. Moi, voilà, je me dis, tiens, je vais faire un personnage qui range sa maison. Ça s'appelle aussi France 80 et l'idée c'était de rendre compte aussi de la vie matérielle d'une famille de la classe moyenne à cette époque. Donc c'est un moyen de le faire aussi. Ouais, c'est-à-dire avant de parler des objets, on peut parler de Patrick. Patrick, lui, qui est cet autre personnage qui est plus âgé, lui c'est un autre type de parcours, c'est finalement un apprentissage. Enfin, on parle d'apprentissage aujourd'hui particulièrement, mais pour moi c'était apprentissage en deux mots, c'est-à-dire que c'est un cheminement vers la sagesse, ou en tout cas une forme de sagesse, une forme de choix de vie. Voilà, on voit ce parcours vers finalement cette déclaration qu'on a entendue, cette demande en mariage, alors que visiblement cette dulcinée n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est finalement ça aussi, c'est une autre étape de la vie, et d'ailleurs ça va rejoindre ensuite d'autres romans dont on va parler, mais c'était ça ce Patrick. Alors effectivement, le personnage de Patrick et celui de Claire vont se croiser une seule fois, en fait ils ne se connaissent pas, quoi. Donc c'est vraiment deux personnages que je vais traiter en parallèle. Donc je vais traiter leur parcours vraiment en parallèle et il se trouve que ce qui caractérise quand même Claire, c'est que comme elle a des difficultés avec son corps et que si on voulait dire ça comme ça, c'est l'absence de relations physiques qui va la caractériser, quoi. Enfin, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des choses folles avec elle, quoi. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus nommer le manque ou dire qu'elle était frustrée, etc. On le ressent, mais c'est vrai que c'est pas dit. C'est toujours un peu le même principe de montrer mais pas dire, quoi. Enfin, vous expliquer. Et le personnage de Patrick me permettait finalement, puisque lui c'est un coureur, un séducteur un peu à deux balles, qui arrive quand même à avoir des expériences sexuelles à l'occasion de ses
ces ventes de décodeurs Canal+. Donc ça me permettait vraiment de faire le contrepoint, c'est-à-dire que là il y aurait circulation du désir, du sexe, sous un mode assez peut-être ringard, macho, quand même très macho, je l'ai voulu assez comique. Et ça faisait vraiment le contrepoint avec un personnage de Claire qui sans doute fantasme un maximum sur les expériences sexuelles qu'elle pourrait avoir, mais je crois que j'en parle même pas trop de ces fantasmes. Donc c'est un contrepoint avec ces deux personnages-là, et puis aussi, puisqu'il y avait aussi une dimension sociologique, si on peut dire, qui était de rendre compte de la vie matérielle de la classe moyenne de ces années-là. Effectivement, ça me permettait de parler d'un trentenaire qui est à la fois très... Et c'est pas du tout contradictoire, qui est à la fois très, très coureur, très séducteur, et en même temps qui est... Ah, pardon. Très coureur, très... Oh, oui, on m'entend pas. Ouais. Qui est à la fois très coureur, très séducteur, et qui, en même temps, sans que ce soit contradictoire, veut se marier avec Nadine, qui s'en fout un peu. Justement, le couple Nadine-Patrick, par rapport à Claire, c'est aussi le rapport au corps qui est intéressant. C'est-à-dire que Patrick et Nadine, visiblement, ils savent utiliser leur corps. Ils n'ont plus de problème avec ça. On a commencé les lectures par Nadine en petite culotte. Voilà, c'est assez simple, les choses se font comme ça. Pour Claire, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est l'histoire des poils. Oui, elle est un peu obsédée par les poils, apparemment. Oui, c'est-à-dire que clairement, Nadine et Patrick sont des trentenaires qui n'ont pas l'air d'avoir de problème avec le sexe, enfin, pour dire ça comme ça. Et en même temps, on peut le voir avec un œil un peu féministe aussi, Patrick, on pourrait considérer qu'il en a quand même, qu'il a une manière de traiter les femmes qui est pas très, enfin là ça nous mènerait à la question de l'émancipation, mais oui, voilà, qui est un peu pathétique aussi. Donc, disons que dans le traitement que j'en fais, effectivement, mon idée c'était que ça soit quand même assez drôle, quoi. Donc une sexualité, disons oui, assez légère, quoi. Enfin... Oui, parce qu'on n'est pas non plus, même si effectivement c'est drôle, etc., on n'est pas non plus sur des caricatures. Chaque personnage a effectivement des éléments comiques ou qui pourraient faire penser à un stéréotype, mais à chaque fois, il y a des éléments qui le nuancent et qui en font vraiment des portraits d'humains à cette époque-là, et notamment plongés dans un univers d'objets. Et là, vous retranscrivez quand même très bien les années 80 en France, à travers justement les éléments qui se trouvent dans le salon, on a eu la liste de courses là, qui est quand même assez exceptionnelle. Alors du coup, moi la question qui se pose, c'est la question de votre matériau de travail. Est-ce que vous avez récupéré, parce qu'il y a des éléments aussi très visuels, est-ce que vous avez récupéré des cartes postales, des photos, avec quoi vous avez travaillé pour écrire ce texte? En fait, non, en fait j'ai travaillé, mais c'est rien de très exceptionnel en fait, sur la base de ma mémoire, puisque j'étais vivante dans les années 80. Donc sur la base des souvenirs que j'avais. Mais en fait, tout le monde, je pense, peut faire l'expérience en se concentrant cette expérience-là, et effectivement l'environnement matériel va émerger assez vite, assez précisément. Or, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets qui sont décrits et que je nomme par leur marque. Oui, c'est vraiment, les marques sont oui, bon, il y a une très forte présence des marques, et il ne s'agissait pas du tout pour moi, même si ça peut prêter à confusion, il ne s'agissait pas du tout pour moi de pas parler des années 80 en bien ou en mal, hein. Il s'agissait vraiment de rendre compte de ces objets-là qui, pour ceux qui étaient là aussi dans les années 80, existent toujours d'ailleurs et nous entourent en permanence, et donc on appelle par leur marque, quoi. Enfin, la dénomination de ces objets, on dit du banga. Donc ça, c'est dans ce sens-là. Et c'était aussi des éléments c'est comme ça que ça arrivait à ma mémoire.
Après, je voudrais juste... cette question de la caricature, elle m'intéresse assez parce qu'effectivement, le danger quand on veut brosser comme ça un personnage et en faire un personnage assez léger, assez drôle, on ne sait jamais, hein, évidemment. C'est compliqué de faire le caricaturer, effectivement. Et décrire les années 80 de cette manière-là, c'est toujours on court toujours un risque en le faisant de tomber dans des clichés. Donc j'ai essayé aussi de travailler alors là je sais pas, à contourner aussi des clichés, mais c'est un peu compliqué. Et dernière chose aussi, m'importait beaucoup vraiment de décrire de façon la plus neutre possible la classe moyenne, quoi. Donc, à cette époque-là. Ça pourrait être à une autre période d'ailleurs. C'est pas tant les années 80 que je pense que la classe moyenne qui m'intéressait, quoi. Enfin, comme romanesque. Oui. Enfin, c'est assez rare d'ailleurs. C'est souvent comme c'est un peu une sorte de non-classe qui n'existe pas en soi et pas forcément très construite, il se passe rarement des choses dans cette classe moyenne, pavillon de banlieue, de vie un peu ordinaire. On pourra en parler avec Thierry aussi. Hein, mais justement, ouais, c'est ça qui est intéressant, vous soyez sur le même canapé. Ouais, on est sur le même canapé, donc ça tombe bien. Mais en fait, c'est une classe qui existe. Hein. Enfin, après, je sais pas si elle a la conscience de classe au sens marxiste, mais c'est pas vraiment le problème. Mais il y a un environnement matériel. Il me semblait que c'était un environnement matériel à décrire. C'est ce que je tente de faire là, quoi. Ce qui est intéressant dans votre manière de décrire, c'est que souvent, quand on raconte une histoire, il arrive un personnage, Pierre, Jacques ou Paul, et puis on raconte l'histoire, comment il est arrivé là. Et vous faites un peu l'inverse, vous racontez l'histoire de sa trajectoire, comment il va, jusqu'où il va en fait. Et ça, c'est assez rare. Notamment, il y a le parcours, et pour les objets, c'est la même chose. Vous avez des trajectoires de personnages, autant des trajectoires d'objets. Et je pense notamment à l'ombre solaire, puisque tout à coup, Patrick goûte les joies d'un bain de mer à 25 degrés. Et vous écrivez donc il nage la brasse étendue de crème solaire Bergasol, sans se douter qu'elle ne le protège pas du tout, puisqu'elle n'est pas waterproof. D'un autre côté, il ne veut pas non plus savoir qu'il a tout à gagner à ce que cette ombre solaire se dilue dans la mer, puisque c'est en 86 seulement que la Commission supérieure de la consommation interdira ce produit répertorié comme cancérigène. Et vous avez comme ça ces parcours, alors bon, c'est juste un exemple de l'ombre solaire, du parcours de l'ombre solaire, mais que ce soit on l'a vu sur l'environnement aussi, les déjections des ports, etc. Mais vous avez toujours cette volonté de tourner vers l'avenir finalement. Du coup, vous tirez le récit vers nous. Ça, c'est un procédé que j'utilise parfois pour les objets, effectivement, comme dans l'exemple là, ou parfois aussi pour les personnages. C'est l'inverse du flashback, c'est le flash forward. J'utilise ça en fait parce que, alors dans certains cas, c'est par une tentative humoristique. Dans certains cas, c'est une tentative humoristique. C'est-à-dire que je décris, par exemple, une amie de Claire qui est au collège a un 19 sur 20 en physique, mais ça lui permettra jamais, finalement, finira Claire de notaire. Donc il peut y avoir parfois, j'essaye de faire de l'humour avec ça, parfois. Là, c'est un peu le cas aussi. Et puis, c'est un petit peu aussi la dimension sociologique du bouquin, quoi. C'est-à-dire rendre compte... là, dans certains cas aussi du déterminisme social ou au contraire de la contingence totale. Oui, et puis des éléments qui déterminent notre société aujourd'hui, qui sont créés à cette époque-là, mais dont on a les conséquences aujourd'hui, notamment en termes environnementaux, en termes sociaux. On a ces évolutions-là qui sont également très frappantes. Et donc cette France 80, c'est aussi une France qui nous détermine. Dans le côté apprentissage, pour le coup, on a aussi cette notion historique finalement.
Oui, alors évidemment, il ne s'agit pas de... C'est pas un essai, donc évidemment, c'est vraiment quelques notations par-ci par-là. Mais bon, ça tient aussi à la mémoire, c'est-à-dire me rappelant qu'on a commencé à utiliser du savon pousse-mousse dans les années 80. Voilà, je me dis qu'aujourd'hui, se pose la question d'utiliser ce genre de... Je ne sais pas si vous me posez la question d'utiliser ce genre de savon, parce que il y a beaucoup de plastique et que c'est polluant sur le plan écologique. Donc ça permet de faire au détour d'une phrase des correspondances avec le contemporain, effectivement. De la même manière que les marques, il y a les icônes comme Jacques Martin, comme les chanteuses, les chanteurs, les gens qui souhaitent ressembler à Madonna. Il y a un passage comme ça, il a été cité, mais il y a Nadine qui ressemble à Madonna, il y a Louisa qui ressemble de plus en plus à Annie Lennox. Il y a des personnages comme ça, des icônes, et bon, bien sûr, la transition est très habile vers Michael Jackson, mais ça... Mais voilà, c'est de la même manière pour vous de traiter ces personnages historico-culturels, on va dire, comme des marques, finalement, qui marquent aussi une époque. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est, là encore, sans jugement aucun, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis simplement que ça fait partie de presque de l'histoire de France, enfin, même si, en tout cas, de l'histoire de France du point de vue d'une certaine classe sociale. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc, oui, et d'ailleurs, de la même manière que vous l'intégrez comme des icônes dans votre portrait, on va dire, ou dans votre histoire, les chansons sont complètement intégrées parfois dans les phrases. C'est peut-être une manière aussi de montrer que tout cet environnement culturel aussi conditionne notre manière de nous exprimer. De nous exprimer, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça, effectivement, enfin, je tenais à pas mettre d'italique, par exemple. Bon, alors, je cite effectivement tel quel des extraits de chansons, ça peut être Madonna, ou même Michael Jackson, comme élément de l'environnement. Alors, et même peut-être même avant que ça soit culturel, c'est presque un environnement sensoriel, quoi. Hein, parce qu'il y a cette dimension-là aussi, c'est-à-dire que c'est ce on est dans un environnement d'objets, avant qu'ils soient investis par des marques, etc. C'est d'abord des perceptions. Donc moi, c'est aussi ça beaucoup qui m'intéressait, c'est la perception que Claire ou Patrick ont de cet environnement. Et donc, ils entendent Michael Jackson comme ça, mais je crois qu'il y a beaucoup ça chez Pierrick aussi. D'ailleurs, merci. D'ailleurs, Michael Jackson, donc le livre de Pierrick Bailly, celui-ci. Alors, c'est une triple histoire de Maud et de Luc. On est à peu près entre les Claire et Patrick de Gaël, finalement, puisque Maud et Luc passent la vingtaine, sont entre... oui, c'est vraiment ça, ils sortent du bac, c'est jusqu'à l'âge de Patrick, finalement, 27 ans. C'est vraiment cet entre-deux. Par contre, on est basé sur un décor historique, on va dire, de 10 ans après, parce que c'est les années 90. Pardon 90, oui, voilà, 90-2000. 2000, ouais. Et la première histoire d'amour, finalement, c'est un peu passé déjà. Pour Luc, il y a eu Élodie, par exemple. Pour l'une des Maudes, il y a eu d'autres histoires, des histoires assez nombreuses. Mais alors, ce livre, Michael Jackson, on a deux personnages, Maud et Luc, mais en fait, on a trois Luc et on a trois Maud. On a 3 âges pour Luc et on a 3 âges pour Maud. À chaque fois, on découvre un peu l'histoire de leur rencontre, mais c'est à chaque fois un peu différent, puisque chaque Luc est différent, et en même temps, ils gardent le même prénom. Chaque Maud est différente aussi, et en même temps, il y a des points communs. Pourquoi avoir comme ça divisé finalement cette histoire en 3 finalement, c'est comme 3 nouvelles. Ah non, 3 nouvelles, je pense pas, parce que moi je pensais à une construction en trompe-l'œil, comme un trompe-l'œil visuel.
parce qu'en fait il y a des effets de transition à chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas très clair, c'est pas très facilement visible manifestement, vu les retours des lecteurs, mais il se trouve qu'à chaque fois le Luc suivant s'inscrit dans la continuité d'un personnage précédent qui est mort à la fin de la partie précédente. Je ne vais pas expliquer mathématiquement le truc, mais il y a une construction mathématique du livre, même si l'effet il est troublant, et c'est ça qui peut être éventuellement intéressant. Après, c'est une façon d'embrasser une période d'une dizaine d'années, et en se focalisant seulement sur 3 ans. Donc là aussi, il y a un effet un peu trompe-l'œil, un peu particulier. Et c'est une façon, voilà, de saisir un personnage de ses 18 ans jusqu'à ses 28 ans, mettons. Parce que le premier Luc, grosso modo, il débarque de sa province, il arrive à Montpellier, il découvre un peu la vie à la fac, etc. Le deuxième, on est sur un personnage qui est un peu, qui essaie de créer qui crée sa vie, un peu fabulateur, un peu perdu comme ça. Et le troisième, finalement, c'est celui qui, c'est l'âge des choix, c'est celui qui se choisit une vie. Ouais, c'est un roman d'apprentissage dans la tradition de ce genre littéraire, même si c'est fait d'une façon modeste, puis très contemporaine, et puis assez simple, en se focalisant pas mal sur des choses très triviales, comme on a pu l'entendre dans les extraits qui ont été lus. Je sais plus. Ah oui, puis c'est vrai que, oui, c'est ce qu'on appelle. C'est vrai que c'est la suite finalement de la période de l'adolescence. Donc c'est la post-adolescence, ce qu'on appelle la période du passage à l'âge adulte, quoi. C'est la construction d'une identité, en l'occurrence masculine, et contemporaine. Bon voilà. Quoi. Et puis amoureuse, quoi. Oui, il fait son apprentissage amoureux et sexuel. Et justement, cette idée d'avoir 3 temps, c'était une façon d'avancer, et puis d'avoir un personnage qui évolue au cours du texte. Par contre, qui puisse changer, qui puisse apprendre de ses expériences, et cette astuce de construction me permettait de poser très clairement l'idée qu'à chaque fois il était différent d'un temps à un autre. Et qu'il apprenait, qu'il évoluait, qu'il mûrissait. Le premier 18 ans, le deuxième 22 et le troisième 26. Voilà, ouais. Par contre, les modes, elles évoluent moins vite. Elles évoluent, bah oui, le troisième 23. Elles évoluent selon les années qui s'écoulent, quoi. Elles sont moins mutantes comme personnages. Même si elles changent, elles évoluent en fonction des attentes du précédent Luc, de ses déceptions. Pour expliquer, même si c'est toujours assez abstrait, c'est toujours un peu bizarre de parler comme ça des livres sans qu'on le connaisse. C'est à la fin de la première partie. Les extraits qui ont été lus appartiennent tous à la première partie, donc Luc qui a 18 ans. Et il se sépare, il n'est pas forcément satisfait de son histoire avec Maud, et il va trouver dans la deuxième Maud ce qu'il estimait lui manquer dans la première. Pour autant, il ne va pas être plus comblé, et voilà, il va se rendre compte que c'est pas si simple, qu'on ne choisit pas les gens comme des produits, etc., quoi, évidemment. Ce qui est très important dans ce récit multiple, c'est aussi, enfin kaléidoscopique, c'est vraiment l'importance des amis. Parce que finalement, on a comme ça des personnages qui évoluent avec des âges un peu différents, des cadres un peu différents, mais en même temps, on a les amis qui sont un peu toujours là. On a les amis, on va dire, un peu sexuels, c'est Ronan et Claire. On a les plus traditionnels qui décident d'avoir une vie un peu rangée, c'est Léonard et Églantine. On a ce couple un peu bizarre qui veut se marier, Phil et Suzy. Oui, c'est très bizarre en fait. Ce livre-là, comme le précédent, parce que celui-là c'est mon second livre publié, ce sont des romans, des livres de bande, des histoires de bande. À chaque fois, il y a du monde. Et c'est pas du tout mon cas. Je vis très seul, j'ai jamais eu de bande d'amis. De même que c'est un livre qui, dès le début, s'ancre dans un contexte étudiant que j'ai quasiment pas connu et que j'ai d'ailleurs pas du tout aimé, et dans lequel je me suis pas retrouvé, où je suis resté très peu de temps. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit ce livre. C'est étrange ce que je disais tout à l'heure au comédien qui a lu, c'est que ce qui a été lu, je l'ai écrit il y a 15 ans, mettons, quand j'étais à la fac, et que je m'ennuyais
en cours et que je chroniquais ce que je voyais autour de moi, parce que je sais pas quoi, j'y voyais. C'était peut-être ma manière de me protéger de ça, de pas me laisser imprégner, quoi, où j'étais mal à l'aise vis-à-vis de ce monde-là, il m'attirait pas, et en même temps j'étais un peu obligé de le côtoyer. Et j'en ai écrit un livre là-dessus, j'ai inventé des personnages à partir de gens que j'ai pas connus, et à partir de gens au départ que j'aimais pas forcément, quoi, peut-être, ou c'est pas une question d'aimer ou pas, c'est que je me retrouve pas dans ce monde-là, et j'ai presque du mal à me retrouver dans mes 2 livres qui, si on prend un peu de recul, on va dire que leur sujet c'est la jeunesse, et c'est peut-être, sans être méchant ou quoi, mais c'est peut-être le sujet qui m'intéresse le moins au monde, quoi. C'est étrange. Pourquoi l'avoir écrit alors? Ah bah évidemment pour brûler un truc, quoi, et c'était ce qui m'intéressait dans la présentation au tout début, l'histoire de l'apprentissage, parce que ça a été, même si c'est encore le cas, et je pense que chaque écriture sera un apprentissage, mais j'ai vécu, moi, l'écriture de ces 2 bouquins, de celui-là entre autres, comme un apprentissage ou une forme d'exploration en tâtonnant de choses, voilà, d'une technique, d'un art, quoi, d'une pratique, d'un mode d'expression, mais avec peu d'idées au départ sur la littérature en général, et puis surtout sur ce que moi je voulais dire. J'écris pas, et je pense qu'on n'écrit pas avec des intentions, avec l'idée de vouloir dire ceci, cela, telle chose, etc. Et du coup, je me suis retrouvé à un moment, donc comme je disais tout à l'heure, pour raccrocher, pour que ce soit un peu compréhensible, avec un amas de notes, de scénettes, de personnages, donc quand j'avais 18 ans, que j'étais en fac, et puis j'ai commencé à composer, donc à apprendre à faire du roman, à apprendre à composer un roman, parce qu'il était clair dès le début qu'il s'agirait d'un roman et pas d'un récit. Et du coup, voilà, je me sens totalement extérieur aujourd'hui à ces choses-là, c'est toujours étrange de les entendre. Mais alors cette construction, justement, parce qu'elle est quand même très particulière, enfin, on l'a dit, il y a 3 Luc, il y a 3 Maud, dans les divisions, il y a des mois, il y a des prologues, un épilogue, il y a des dates, il y a des mutations, il y a des passages Love and Thunder qui correspondent à 3 saisons. C'est vraiment une déconstruction totale du récit, et en même temps, ce qui est très originel dans cette déconstruction, c'est qu'apparaissent les figures de Luc et Maud de manière assez, au final, unie. C'est assez étonnant de parler d'une réalité différente à chaque fois pour créer finalement un personnage qui est assez identifié. Oui, parce que je pense qu'on est tous multiples, et c'était cette approche-là que je voulais proposer, quoi. Justement, en n'ayant pas d'idée sur ce que je veux dire, ou sur quel type de personnage, en commençant pas, en disant, bah voilà, mon personnage aura telle et telle caractéristique. J'avais envie de dresser une sorte de portrait kaléidoscopique, quoi, un peu éclaté. Et je pense, parce que c'est ma façon de voir, de nous voir, quoi, les uns et les autres, quoi. C'est toujours ce qui est délicat avec la création d'un personnage, c'est de le réduire à ses caractéristiques, qu'il soit trop figé là-dedans. Et j'aimais bien cette idée d'un personnage qui soit mouvant, qui soit grouillant, quoi, et qu'on puisse pas résumer en 2 traits. Et du coup, j'aimais bien essayer de démultiplier les angles et d'essayer exactement ce que vous dites là, bah, à la fin d'obtenir quand même la sensation d'un être, de quelqu'un, d'une seule personne, d'une seule et même personne, avec une personnalité, quoi. Une personnalité qui est complexe, quoi. C'est neuneux de le dire comme ça, hein, des clichés, évidemment, on est tous complexes, machin truc. Mais j'aimais bien cette idée-là d'essayer de rendre ça, quoi. Et puis, en plus, avec le rapport à l'image qui est assez intéressant, puisque Luc veut devenir réalisateur, il y a cette image par rapport aux autres, dont on parlait tout à l'heure. Il y a cette volonté d'être le plus fort, le plus beau, le plus... notamment quand il s'imagine que tout le monde est ébloui sur la place de Liberté, qu'il traverse comme ça, et que tout le monde le reconnaît, et reconnaît
Voilà, il y a aussi ça finalement dans ces âges. Ah bah ouais, là c'est purement propre à la période et pas tant que ça finalement, parce qu'on peut aussi vivre une adolescence et une jeunesse de plein de manières différentes. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi ces élans, parfois il est un peu submergé par des élans peut-être un peu mégalos, et puis parfois par des élans de timidité terribles, et ces choses-là, j'avais envie de les faire côtoyer, les faire se côtoyer, quoi. Michael Jackson, c'est la mutation, c'est ce thriller. Oui, entre autres, ouais. Michael Jackson, c'était... mon premier livre était... je voulais... après coup, je dis que l'idée de donner une couleur musicale à mes livres m'intéressait, et le premier était clairement rap. Il se trouve que c'était un livre où je travaillais la langue vraiment différemment que dans celui-là. Et qui était écrit d'une manière un peu bizarre, et celui-là est écrit d'une manière bien plus simple. Et celui-là, j'avais envie de lui donner des couleurs un peu pop, et d'écrire une sorte de roman pop, au sens culturel, pop culture, et un peu plus musical, mais aussi visuel du terme, mais aussi au sens populaire. Ouais, et Michael Jackson étant ouais. Parce que ça parle de maturité, le troisième Luc apprend la mort de Michael Jackson. C'est quasiment au moment où... il y a l'histoire de l'anniversaire de son père qui a le même âge que Michael Jackson. C'est finalement ça aussi. Il se trouve en fait que j'ai choisi d'appeler le livre Michael Jackson très tôt. Je m'étais dit, voilà, je pense pas au final que c'était une idée formidable, mais c'est comme ça. Mon éditeur m'a encouragé à le garder à conserver le titre là où j'étais partagé, hésitant. Et l'idée même de départ, qui était un peu une blague, était d'écrire un livre dont le titre serait Michael Jackson, sans qu'il soit question du tout de Michael Jackson à l'intérieur. L'idée qui est pas nouvelle, quoi, voilà, comme les surréalistes ont expérimenté ça plein de fois. J'aimais bien l'idée que ce soit Michael Jackson, que ce soit une figure triviale, un peu jugée limite vulgaire ou inintéressante, même de la part des gens qui lisent, par exemple. Et il se trouve que j'avais cette construction, donc, à un moment donné de l'écriture, très, très, très mathématique. Donc le livre court de, je crois, 2006 à 2009. Et il se trouve que fin 2009, ou en juin 2009, l'histoire se termine juillet 2009, et juin 2009, le vrai Michael Jackson meurt. Et j'avais déjà décidé que le livre se terminerait en juillet, et je me suis dit que ça tombait parfaitement bien pour le livre. Donc c'est un meurtre. J'ai sabré le champagne le soir de sa mort, et je me suis dit, là, ça va justifier le titre. C'est pas vrai, hein, mais en tout cas, je me suis questionné différemment la question de ce choix, quoi. La phrase était à effacer. Je me suis posé la question de ce choix. Là, clairement, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas le justifier dans le récit. Et donc, j'ai inclus son décès à la fin. La maturité qu'acquièrent les personnages, elle est peut-être palpable au niveau de autour de la question amoureuse, mais sur la question de la mort, je ne sais pas. Je n'irai pas jusque-là. Disons que la mort de Michael Jackson, il la vit comme un fait de société qu'on a tous vécu de loin. Ouais, mais c'est surtout que le troisième Luc fait le constat, page 357. Je quitte ma peau de petit con. Ça, c'est quand même le constat d'une évolution. Et puis, c'est aussi à ce moment-là qu'il découvre que sa bande de potes, c'est devenu des vieux amis. Tout à coup, il découvre le temps qui passe. Il y a un peu se concentrer là. Ouais, c'est un peu ce que je disais sur l'idée du passage à l'âge adulte, quoi, ou une forme de maturité qu'on acquiert, même si je ne suis pas sûr qu'on devienne mûr à 25 ans, quoi, ni jamais peut-être. Et peut-être que certains le sont déjà à 15 ans et qu'il est déjà trop tard pour eux. Je sais. Mais dans l'évolution des personnages, en tout cas, que ce soit d'ailleurs sur le premier roman dont on parlait ou que ce soit le second, ce qui est intéressant aussi, c'est le retour, la thématique du retour. On l'a vu dans la lecture du Trial Poursuite, du passage sur le Trial Poursuite dans France 80.
Nadine qui découvre que sa mère, c'est des choses, et puis en plus elle gagne plein de camembert. Et c'est ce regard finalement qui change. On a besoin de se séparer de son univers parental, familial. Il y a effectivement Luc par exemple qui vit une sorte de révolte. Et puis finalement, on revient et on voit le chemin parcouru, mais on voit aussi, le regard à ses parents change. Et voilà, c'est ça aussi qu'on voit dans vos romans, tous les deux. Oui, de fait, traitant de cette période, de cet âge-là, et d'un personnage issu de milieu rural qui va faire ses études en ville, il se trouve que la question du rapport aux parents, au modèle, au cadre dans lequel on a grandi et de l'écart qui peut parfois naître, puis de la tendresse qu'on peut ensuite éprouver, d'une forme de respect qu'on peut apprendre à avoir après avoir eu une période où on était un peu dans une position de mépris. Voilà, c'est une trajectoire parmi d'autres possibles, une trajectoire assez normale. Quand on parlait des enfants de la classe moyenne, on est aussi totalement là-dedans, mais d'une classe moyenne assez heureuse, quoi, à mon avis. C'est-à-dire que dans ces romans, comme dans les tiens, les personnages n'ont pas été frappés par des choses dures. Et moi, c'était un des projets du livre, c'est pour ça, quoi. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au titre, c'était d'assumer le côté un peu léger, quoi, du projet, et même à un certain moment de l'écriture, et d'être parfois volontairement comique, et parfois d'être dans une écriture un peu au ras des pâquerettes. Et c'est un livre que j'ai réécrit après l'avoir écrit en fait très très jeune, comme je disais, et qui m'a toujours un peu posé problème, même aujourd'hui d'ailleurs, que j'assume qu'à moitié d'une certaine manière, même si bon, voilà, je dis pas que je l'aime pas, mais parfois il m'arrive de le penser. J'en ai besoin peut-être, en tout cas, de penser que je l'aime pas pour avancer, pour aller vers autre chose. Mais je suis quand même content de m'être autorisé ça parce que ça m'a permis de comprendre que la littérature, c'était pas c'était un poncif, c'est une idée un peu bête, mais que c'était la liberté, quoi, que tout était possible, qu'on avait le droit même de faire de la littérature avec des choses très très futiles, avec des choses toutes simples, et pour autant d'aimer d'autres formes de littérature, et pour autant de ne pas vouloir se limiter à cette forme-là, parce que c'est mon cas, quoi, en tout cas. Et sur la question du retour ou sur le reste? Sur la question je rebondis un peu sur ce que tu dis, sur la question de... Je crois que non seulement on a le droit de faire de la littérature avec des choses toutes simples, mais alors moi c'est vraiment presque même si j'aime toutes sortes de littérature, c'est vraiment une... Je ne sais pas si c'est pour ça que ton livre te met mal à l'aise, mais en tout cas ça serait presque une revendication. Ah ouais, allô. Je disais donc, non seulement on a le droit de faire de la littérature avec ce que tu appelais des choses toutes simples, ou peut-être des choses triviales, de l'anodin, du quotidien, ce genre de choses en fait. Et je revendique presque, c'est pas simplement un droit, pour moi ça serait presque une revendication. Et presque une revendication aussi d'une écriture qu'on pourrait appeler au ras des pâquerettes. Peut-être parce que, alors après, ça veut dire quoi une écriture au ras des pâquerettes en fait? C'est un peu compliqué, mais ça serait une écriture qui pourrait être débarrassée des scories, de ce qui ferait littérature aussi. Alors il faudrait vraiment dans le détail, voir analyser des phrases pour ça, mais pour le dire plus clairement, quand on commence à écrire, effectivement on est précédé par, et notamment peut-être en France, par la mythologie de la littérature qui est très forte, par des grands auteurs, et la liberté d'écriture, comme tu le disais, implique la possibilité, et même moi je le revendique vraiment, la possibilité d'écrire non seulement de façon neutre, simple, et sur des choses triviales et pop, quoi.
Je ne dis pas que c'est non plus une nouveauté, mais en tout cas, c'est un champ qui m'intéresse bien. Je pose la question à Pierrick, en fait, qu'est-ce qui te gêne dans... pourquoi tu es gêné par ton livre, en fait En fait, il y a un lien peut-être aussi avec le milieu social qu'on dépeint et dont on est issu. En tout cas, moi, c'est le cas pour moi aussi. Il y a une forme de complexe, tout simplement. Si j'avais appelé le livre Saint-Simon ou je ne sais pas quoi, sans qu'il soit plus question de Saint-Simon que de Michael Jackson, il aurait inspiré une forme de respect d'office, alors que bon, ça ne disait pas plus du contenu, etc. Et c'était tout autant une astuce, tout autant un titre valise, une enseigne, un titre trompeur, une blague. Et je sais pas, ce qui me gêne, c'est déjà que, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un livre sur la jeunesse après le premier qui était déjà un livre sur la jeunesse, et voilà, j'ai dit ce que je pensais du sujet. Voilà. Il faut arrêter. Ah bah oui, c'est le cas, c'est fini. Ah, c'est bon. Ce qui me gêne, je sais pas, c'est peut-être que c'était une question que me posait le comédien qui a lu tout à l'heure. Il me demandait si c'était autobiographique, ce qui est une question qu'on pose en général tout le temps. Et ce qui me gêne, c'est que ça l'est très peu, et en même temps qu'il y a des choses qui le sont, que tout ça est très mélangé, et que du coup, on en fasse une lecture comme d'un texte très intime, très personnel, là où c'est pas toujours le cas. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de me protéger de ça. J'ai rien contre la littérature qui serait la littérature de l'intime et les récits, les livres autobiographiques. Ça aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez futile. Ce qui me gêne, c'est peut-être l'ancrage très contemporain. C'est ce titre aussi que j'assume pas toujours. Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est peut-être plutôt un truc qui est personnel et bon, ça n'a aucun intérêt, mais... Pourquoi ça te gêne l'ancrage très contemporain? Bah, ça, c'est plus, à mon avis, des trucs dans le personnel que vraiment des idées sur la littérature. C'est que c'est mon fonctionnement, en fait. J'ai peut-être besoin de me débarrasser de ce que j'ai fait précédemment pour ensuite enclencher un nouveau projet, un nouveau chantier. Et quand j'ai vu filer ce bouquin, d'une certaine manière, j'avais besoin de le mettre à la poubelle et de m'en éloigner. Donc c'est ma façon un peu bébête de m'en éloigner, c'est de rejeter un peu, quoi. Mais parfois, il m'arrive à des occasions comme celle qu'on a vécue tout à l'heure, d'en entendre lu des passages, du coup ça me rappelle un peu ce qu'il est. Selon les passages lus, je me dis tiens, c'est pas si nul. Parfois je me dis si, c'est vrai que c'est pas terrible. C'était très bien lu, mais par exemple tout à l'heure j'ai pas sauté au plafond. Je me suis dit, j'étais plutôt dans ma phase, bon c'est pas... c'est vrai que c'est pas terrible. Et même s'il y a peut-être des passages... mais je dis pas ça du tout... il y a peut-être un peu de ça, pour être honnête, genre, quoi, non, je pense pas fondamentalement, mais dire ça, c'est encore plus délicat, donc j'en sais rien. Mais je dis pas ça du tout pour embêter le mec qui a lu, hein. C'est plutôt ça que je voulais dire. D'accord. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des réflexions à proposer. Oui, ben voilà, vas-y. Je voulais te poser la même question en fait, à toi. Non, mais ce rapport à... Ah, mais je vais te le donner. Ce rapport au contemporain, quoi. Tout à l'heure, tu disais le revendiquer, c'est quelque chose que tu veux creuser, tout ça, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est que Tout le monde va poser des questions. Non mais voilà, enfin, pour dire les choses assez simplement, oui c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Enfin, j'aime bien en général dans les romans que je peux lire. Moi j'aime beaucoup Balzac par exemple. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, le contemporain et comme je le disais tout à l'heure, la description de la vie matérielle des gens. J'aime bien qu'on parle d'argent dans les livres, qu'on
sache où on est, on décrive les rues. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et peut-être que, voilà, ce que je disais pas tout à l'heure, c'est que, comment dire ça, peut-être que quand on décrit une réalité, qui est en l'occurrence, parce qu'il y a des correspondances dans nos textes, qui est celle de, justement, un peu classe moyenne, un peu... Ça peut... Tu crois pas que certains peuvent penser que ça fait pas littérature, tu vois? C'est pour ça que je me demandais si ça gênait, tu vois, si ça pouvait gêner. Et en fait, c'est pour ça que j'aurais tendance à le revendiquer, mais ça serait pareil au cinéma. Moi, j'aime beaucoup ce qui nous inscrit. À ce propos, j'ai vu la bataille de Solferino, que je conseille, parce que voilà, il y a du trivial, il y a du contemporain. Là-dedans aussi, d'ailleurs, les figures féminines qui sont présentées dans 14 femmes, ce ne sont pas les grandes figures dont on pourrait s'attendre, comme les icônes du féminisme avec le drapeau en avant et le sein à l'air. Voilà, il y a des parcours de femmes tout à fait prises dans leur quotidien. Il y a effectivement des personnages politiques, mais justement qui ne sont pas de l'ordre du sacré, c'est vraiment des personnages pris dans leur vie. Un précédent livre, qui est un livre collectif qui s'appelle 14 femmes, qui consiste en des portraits de femmes. Et c'est vrai que c'est un travail qui m'intéresse d'être dans la description des vies. Là, c'est le cas, en l'occurrence, des vies des anonymes, de femmes plus connues, sans vie connue. Effectivement, il y a des correspondances évidentes.